Jamais un ostréiculteur n'a été aussi célèbre que Joël Dupuche. La preuve, il se fait régulièrement arrêter dans la rue par des gens qui veulent faire un selfie avec lui. Ce traitement d'habitude réservé aux stars, Joël le doit sans aucun doute à sa présence dans quelques films marquants de ces dernières années. Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet n'étant pas le moindre, sa suite annoncée Nous finira ensemble ne devrait pas inverser la tendance. Pourtant, point d'esbrouffe dans le jeu de Joël Dupuche. Il reste à l'écran celui qu'il est dans la vraie vie. Un homme drôle, généreux et surtout humble. Un homme qui aime communiquer aussi, absolument pas du genre à se fermer, comme une huître. Vous allez le constater ici, à la Casa Pelletier, 101 rue du Château, Paris 14e, autour du micro de Ça reste entre nous, le dernier endroit où l'on cause à bâton rompu comme de vieux amis. Allez. Salut Joël, comment Salut. ça va? Écoute, plutôt pas mal. T'as quitté ton petit paradis des Jacquets. Les Jacquets, pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté du Cap Ferré, sur le bassin d'Arcachon, l'endroit qui fait fantasmer tout le monde. C'est mon village natal, c'est un gros spot, mais là on est pas mal. Ah bah on est vachement bien. Regarde là, Casa Pelletier, on a un cigare, un café. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Je précise que la Casa Pelletier, justement, c'est assez extraordinaire parce que c'est un des derniers endroits où on peut encore fumer tranquillement, notamment des très bons cigares. Et donc, comme Joël est un fumeur, et moi aussi, à l'occasion. On est des épicuriens en fait. Ouais, C'est même pas qu'on est fumeurs, c'est qu'on est épicuriens. On aime tout ce qui est bon. C'est vrai qu'on est plus cigare que cigarette. Voilà. Et on a même tendance à aimer tout ce qui est interdit, puisque je trouve qu'on nous enlève de plus en plus ce qui est bon devient interdit. D'ailleurs, bon, on te connaît bien comme ostréiculteur, on dit que les huîtres sont menacées. C'est vrai ou pas? Non, je crois pas. D'abord, l'huître, c'est un produit qui a, je crois, 40 millions d'années, donc qui a traversé d'autres crises que les nôtres. C'est un produit hyper costaud, c'est-à-dire que c'est un produit qui traverse très bien le temps, les changements de température, qui s'adapte à la pollution. Les plus belles huîtres qu'il y a sont le port de New York, sur les pales planches, et je pense pas que ce soit c'est pas le port le propre du monde. Sur que le bassin à côté. Voilà, exactement. Donc, non, les huîtres survivront toujours. Je suis plus inquiet pour la profession d'ostréiculteur que pour les huîtres. Pourquoi es-tu inquiet pour la pression immobilière sur le littoral? Parce qu'on est sur des zones un peu exceptionnelles. Les côtes aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose qui devient rare. Donc il y a une forte pression immobilière, enfin foncière sur ces zones-là. L'ostréiculture est un travail qui est bourré d'aléas, parce qu'on peut tout faire crever en une année. Donc d'ailleurs, il y a moins d'ostréiculteurs. Dans les années 1960, sur le bassin d'Arcachon, on était plus de 1200. Aujourd'hui, on est entre 250 et 290. Donc, on a quand même... Bon. Toi, à la limite, tu peux te reconvertir sans problème avec toutes tes casquettes. Ouais, c'est ça, je jouerais de la guitare. Tu peux jouer de la guitare, comme tu le fais d'ailleurs sur ta terrasse magnifique. Mais en même temps, l'huître, c'est quand même ta passion. Et c'est quand même une passion familiale, ça fait 6 générations, je crois, non? Exactement, je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, j'ai été... les discussions quotidiennes chez moi, c'était autour de l'huître, de la qualité, des difficultés, des réussites, des échecs. Ça a toujours tourné autour de l'huître, quoi. C'est mon univers. Alors, mon vrai univers, c'est celui-là. Quand on dit 6 générations, c'est le XVIIe siècle ou... Non, c'est 1800 et quelques. C'est avant tous les gens sur le bassin. L'huître, elle a été... la production de l'huître. Alors l'huître a une spécificité. C'est le premier produit d'aquaculture qui a été créé. C'est le premier produit qui a été déplacé de son milieu pour être amélioré. C'était les Chinois qui ont fait ça 4 siècles avant Jésus-Christ. Encore les Chinois. Les Romains, 2 siècles avant Jésus-Christ. Et nous, en 1850, les bancs d'huîtres naturelles, puisqu'autrefois les huîtres, on les cueillait comme on pêche chez Saint-Jacques. Il y avait des gens, des pêcheurs à pied, qui prenaient des huîtres sur les bancs naturels, qui les amenaient chez les négociants, qui les revendaient et qui les expédiaient. Et ces bancs naturels se sont taris. Et Napoléon III, qui est un mec qui a fait plein de trucs merveilleux, a organisé la production d'huîtres. Il a mandaté un ingénieur agricole qui s'appelait Coste, qui a fait le tour de tous les endroits en Europe où il y avait de la production d'huîtres, qui est revenu, qui a édité un merveilleux rapport pour l'empereur, en expliquant comment on pouvait organiser la production pour pallier à la baisse des bancs naturels. Ça a été la première étape qu'on connaît aujourd'hui. C'est le début de l'ostréiculture. Et c'est ce qui a créé l'ostréiculture partout en France.
Et quand ça se passait à la maison, alors vous discutiez d'huîtres tout le temps, comment ça se passait? C'était... Ben, on passait d'abord, moi, quand on était gamin, on ramenait pas trop notre fraise. Moi, j'avais un père qui était un mec merveilleux, mais qui était un pater familial solide. Un taiseux, comme ils ont Non, dit, pas un taiseux, non, mais justement, comme quand il parlait, il fallait l'écouter. Et non, mais c'est vrai que c'était comme on bossait tous, enfin toute ma famille bossait en les huîtres. Mon grand-père bossait en les huîtres, ma grand-mère bossait en les huîtres, donc notre vie tournait autour des huîtres, autour de ce qu'on avait vu dans la journée, des résultats de tel parc, des coups de vent, ce que ça avait donné. Donc c'était des discussions à bâton rompu entre mon père et ma mère sur les rapports qu'on pouvait avoir avec nos clients, sur les rapports qu'on était avec nos producteurs. Oui. C'était déjà les restaurants où je me rends pas compte. Il y avait beaucoup de restos. À Paris, on avait un distributeur qui était je sais pas, c'était une espèce d'agent commercial qui groupait les commandes. Il n'était pas grossiste, il était agent commercial. Et il regroupait les commandes et après il avait des clients un peu partout, mais que nous on ne connaissait pas. On envoyait à ce gars-là des huîtres. Contrairement à aujourd'hui où toi tu connais bien tes clients, tu viens les voir, ils adorent te voir. Mais d'abord au jour de... Alors, dans l'huître aujourd'hui, la France fait à peu près 130 000 tonnes d'huîtres. Sur le marché national, je vais dire qu'on est 15-20 à essayer de travailler un produit où ce qui nous importe, c'est la régularité dans la qualité. Le premier qui a fait ça, c'est Gérard Gilardot, quand il a démarré dans les années 85. Très celle au goût de noisette. Alors, ce goût de noisette est dû au fait de l'engraissement de l'huître. En fait, plus une huître est grasse, quand je dis grasse, ça n'est pas laiteux, c'est charnu. Quand une huître est charnue, elle est composée de glycogène. C'est comme nous, c'est comme une viande persillée. Donc au moment où on la mange, d'abord elle aura beaucoup moins d'eau que si l'huître est un peu claire. Une huître claire, c'est de l'eau et un peu de matière. Une huître charnue, c'est beaucoup de matière et peu d'eau. Alors justement, les huîtres, on a l'impression qu'on les ramasse comme ça dans l'eau. En fait, tu les élèves pour qu'elles aient... C'est vrai que tes huîtres, donc les parcs de l'Impératrice, ont un goût spécifique. Comment on arrive à leur donner un goût? Alors, une huître, mais globalement, à partir de 2 ans et demi, on peut vendre une huître. Mais à 2 ans et demi, c'est une adolescente. Donc elle fait la taille, la coquille, mais elle n'a pas du tout elle n'aura pas de mâche. Si je fais un rapport avec l'homme, moi, quand j'avais 17 ans, je faisais 1m84, j'étais une espèce de grand échalas mince, plus que mince même, moi, limite maigre, c'est-à-dire j'avais une structure osseuse, sauf qu'aujourd'hui, voilà, à l'époque je faisais 80 kg, aujourd'hui je fais 123 kg. Si on me fout au four, je pense que je suis bien meilleur à bouffer aujourd'hui qu'à cette époque-là. Il y aura plus de matière, ça sera persillé, ça sera exactement. Eh bien, les huîtres c'est la même. Une huître à 2 ans et demi, c'est une adolescente. À partir de 3 ans, elle commence à devenir adulte et être dans la plénitude de ce qu'elle va faire de son développement. Et 3, 4, 5, enfin entre 3 ans et 5 ans, là c'est le summum de l'engraissement. C'est-à-dire que l'huître, là, elle est à maturité totale. Et cet engraissement varie fonction des régions et de la climatologie. Donc par exemple, si on prend le cas du bassin, ça va plus vite ou moins vite qu'ailleurs Le bassin va être extrêmement beau en termes de gras de janvier à fin avril. Après, en avril, sur des huîtres diploïdes, donc non triploïdes, on en reparlera plus tard, sur des huîtres diploïdes. Après, on va basculer en lait à partir du mois d'avril. Jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, elles vont pondre, juillet-août. Et une fois qu'elles ont pondu, elles maigrissent. Enfin, elles sont maigres, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont envoyé leur laitance, elles restent maigres. Et le temps qu'elles reprennent du gras, il se passe 3-4 mois. Il y a des zones en France, comme la Normandie par exemple, où l'huître ne pompe pas parce que l'eau est trop froide. Donc elle ne pompe pas, elle ne fabrique, même si elle est laiteuse, elle ne crache pas son lait, parce que pour qu'elle crache le lait, il faut qu'il y ait un choc thermique. Et en Normandie, que les Normands me pardonnent, mais bon, la température d'eau monte rarement. Oui, même voilà, on ne peut pas dire que tu sois chauvin, mais c'est la vérité. Non, mais c'est factuel, là on fait des relevés. Bien sûr, Et donc l'huître n'a pas ce choc thermique qui fait qu'elle pompe. Et donc elle garde ce lait qu'elle résorbe en gras très rapidement, ce qui fait qu'il y a des zones en France où il y a du gras qui redémarre beaucoup plus tôt que dans d'autres. Nous, ce qu'on fait, les 15 ostréiculteurs dont je parlais tout à l'heure,
c'est qu'en fait, on récupère ces huîtres dans ces endroits-là avec un niveau d'engraissement qui correspond à nos produits, à notre philosophie. Et vous les emmenez. Et on les amène chez nous, et chacun les finit, les marinés dans leur clair, les gens de Bouzigues, Tarboriège dans leur site de production. Voilà, ouais, à Bouzigues, les gens de Bretagne, ouais, c'est ça, à 7. Les gens de Bretagne les font chez eux, et chaque huître va se typer dans les 15 jours, 3 semaines. En fait, le goût d'une huître, ça évolue très très vite. Pour avoir l'appellation fine de clair, il faut 15 jours. Mais c'est vrai qu'une huître, comme elle se nourrit tous les jours dans le milieu, elle évolue en permanence avec le milieu. Mais la salinité va évoluer, les goûts différents en fonction de ce qu'elle bouffe vont évoluer. Donc le goût évolue tout le temps. Et moi, je n'aurai jamais la prétention de dire, mettez-moi alors quand je parle à l'aveugle, mettez-moi des huîtres décoquillées. Oui, bien sûr. Parce que moi, la coquille, pour moi, c'est une signature. Creuse et plate, etc. Non, mais une huître, si je vois une huître, comme on en a touché beaucoup, et que j'en ai ouvert, j'ai compté que j'avais ouvert plus de 20 millions d'huîtres dans ma vie. Ouf. Donc, mais ma vie était longue, je suis âgé maintenant. Oui, mais t'es jeune. Mais oui, tu parles. Et donc, comme j'ai ouvert à peu près plus de 20 millions d'huîtres dans ma vie, les écaillés en général, qui ont touché de l'huître et qui ont, une fois ouverte, ont vu le mollusque dedans, on arrive très vite à savoir la coquille, d'où elle provient, quelles sont les zones d'élevage, que ce soit le Portugal, l'Irlande, on a peu de chances de se tromper. Par contre, le mollusque, quand il est tout seul, posé sur une assiette, là, c'est purement du gustatif. Et au gustatif, je ne suis pas persuadé que si on dégustait le même lot à 5 jours ou 6 jours d'intervalle, on retrouve les mêmes saveurs. Ouais. Parce que l'huître, c'est un produit vivant qui évolue tout le temps. Il est vivant jusqu'au bout, d'ailleurs. Oui, exactement, oui, jusqu'au bout. Je ne le dis pas trop parce qu'il y a des gens, ça leur fait peur. Mais c'est ce qui fait la qualité de cet aliment. C'est que c'est probablement un des rares aliments que l'on consomme vivant. C'est-à-dire que l'ensemble de tout ce qu'il nous délivre, de ces oméga 3, oméga 6, tout est au top. Tout est tout est vivant. Voilà, il n'y a pas de... Mais ça, finalement, les gens ne le savent pas, parce que quand tu dis, moi j'achète par exemple une huître de Normandie, ou une huître du bassin, on ne sait pas qu'elle vient, peut-être que l'huître du bassin, elle vient de Normandie, qu'elle a été élevée sur le bassin, ou d'ailleurs, ou d'Espagne, ou... De tout temps à jamais, les huîtres ont voyagé. À l'époque, dans les années 1950, l'huître reine, c'était l'huître plate. Donc chaque bassin avait son appellation. Ce qu'on appelle la marraine, qui a fait la réputation de la marraine, c'était les grosses huîtres plates vertes. C'est-à-dire que les marrainés mettaient dans leur bassin des huîtres plates et faisaient ce qui s'appelle la marraine. Et la marraine, c'est quand si tu as l'occasion un jour de manger, puisqu'il y a quelques marrainés qui font toujours ça, de trouver des très belles plates, du double zéro ou triple zéro, qui est passé en clair et qui a été affiné en clair et qui a verdi en clair. Quand tu ouvres sur un plateau des huîtres plates vertes, je peux te dire que c'est une splendeur. Jamais goûté ça. C'est une splendeur. Jamais goûté ça. J'adore les huîtres. Mais... Je ne sais pas si ça met beaucoup en goût la verdeur, mais par contre, esthétiquement, ça augmente le désir. C'est-à-dire que moi j'ai une théorie. On parle amoureusement là. Mais non, mais j'ai une théorie. Je pense que pour avoir du plaisir, il faut avoir du désir. Si on n'a pas envie de quelque chose, je suis pas. Ça pourrait être bon. Mais on ne va pas le déguster de la même manière que si on est dans un environnement où on est heureux. Voilà, c'est l'instant. L'instant fait partie de la réalisation du plaisir. Et donc, quand il y a des plateaux d'huîtres bien présentés, moi je rigole souvent avec les chefs en leur disant, est-ce que vous serviriez un œuf poché éclaté? Il y a le jaune, il y a le blanc, il y a tout. Bon, il est éclaté, mais c'est... ils me disent non, ils ne servaient pas une huître mal ouverte. Une huître mal ouverte, c'est un œuf poché éclaté. Toi, je crois qu'il y a eu un déclic parmi les chefs, c'était le pauvre Amal. C'est Jean-Marie. Il est mort depuis un an à peu près. Jean-Marie, il est mort il y a un an. Grand chef bordelais qui a quand même fait beaucoup pour la réputation de la région. Jean-Marie, c'était un artiste, c'était plus qu'un chef. Bien que les chefs soient des artistes, mais Jean-Marie, c'est un poète. Et qui, moi, est devenu mon ami. Il m'a appris mon métier. Moi, quand j'étais gamin, j'étais producteur de tonnes. Et mes générations, de tonnes d'huîtres, ouais. Les années 70, on était productivistes. Il fallait qu'on produise. L'agriculture, il fallait qu'elle nourrisse la planète. Donc,
on était dans du productivisme absolu, quoi. Il fallait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais très peu de gens parlaient de qualité. Aujourd'hui, c'est un peu... Mais aujourd'hui, on est à l'inverse. Aujourd'hui, on n'est plus sur les rendements, on est sur de la qualité, sur de la qualité d'élevage, la préservation de la nature. Dans les années 60, personne ne savait. Mais il fallait produire. L'objectif numéro 1, c'était produire. Et moi, quand je vais voir Amat la première fois, j'ai 21 ans, quand par hasard, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis des huîtres. Il me dit, mais où? Donc je lui explique Cap Ferré. Et d'entrée, je rentre j'étais un performeur. C'est-à-dire le rendement moyen, c'était 30 tonnes hectares. Et j'ai dit, mais moi, je fais 35 tonnes hectares. Donc j'étais... Parce que moi, mon truc, c'était d'être le meilleur dans le domaine de la production. Tu avais été élevé comme ça aussi. Mais on était tous élevés comme ça. On voulait tous être le meilleur dans notre domaine. Mais être le meilleur, c'était pas faire le meilleur. Parce que nous, les huîtres, en plus, on les ouvre pas. Moi, j'ai découvert l'huître ouverte quand j'ai racheté des magasins de détail. Et que j'ai rencontré les clients à qui je vendais les huîtres. Avant, je savais pas, moi, je vendais des huîtres, ce qui m'intéressait, c'était vendre des tonnes et des camions. Mais du coup, c'est là aussi que toutes les notions d'élevage se sont développées, je suppose, parce que ton père ne devait pas avoir les mêmes préoccupations que ça. Mais nous, on avait des préoccupations. Une huître, pour nous, pour un ostréiculteur, une huître, elle est fermée. Et fermée, pas ouverte. Enfin, quand je dis fermée, pas ouverte, oui, bien sûr, c'est un produit entier. Coquille est fermée. Et coquille est fermée. Donc nous, nos critères d'évolution, c'était la taille de la coquille. Ça, c'était notre critère de décision. Le reste... On s'en foutait. Mais on s'en foutait pas, on n'avait jamais regardé. Et moi, Amat, la première fois, il me dit ouvrez vos huîtres. Déjà, je comprenais même pas pourquoi il me demandait ça, moi. C'est pas mon job. Et donc, j'ai ouvert des huîtres sûrement mal à l'époque, parce que je les ouvrais par derrière, j'avais pas appris de technique particulière. Et quand il regarde mes huîtres, il me dit voyez, celle-là, si je la chauffe et que je la cuisine, il ne restera que de la peau collée au fond de ma poêle. Donc je ne peux pas la travailler. Il me dit par contre celle-là qui a de la matière, elle va tenir, elle va garder de la forme, je vais pouvoir la travailler, elle va garder de la mâche, elle va dégager des goûts particuliers. Et il m'a fait goûter effectivement des huîtres claires ou maigres, et il m'a fait goûter des huîtres charnues. Mais c'est pas du tout, on mange pas la même chose. On mange pas la même chose. Et depuis, tu collabores régulièrement avec des chefs. Mais je passe ma vie avec les chefs. Moi, c'est eux qui nourrissent mon savoir. C'est-à-dire que l'échange, c'est... Mais l'échange, c'est tout le temps... Ouais, non, mais puis le gars va te dire, tiens, mais c'est pas assez charnu, on peut pas tenir. Et donc, nous, on essaye en permanence de monter notre niveau de qualité. Disons que si on mettait des notes aux huîtres, le rêve, pour moi, c'est si on était noté, c'est avoir toujours entre 8 et 10. Vers le max, quoi. Voilà, mais c'est pas un produit industriel, c'est pas un produit usiné, donc on le maîtrise pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on subit la nature, on subit... non, mais on subit tout, enfin, on subit. L'huître est un produit naturel que l'on ne nourrit pas, que l'on n'engraisse pas, enfin, on ne la nourrit pas mécaniquement, elle se nourrit toute seule dans la nature. Si la nature ne nous donne pas... on va pas jeter les graines dans l'eau. Alors, une journée type, par exemple, quand tu es dans tes bassins, c'est quoi? Une journée type, on se lève. Déjà, on écoute nos répondeurs pour voir l'ensemble des commandes de nos clients. Toujours sur répondeur. Ensuite, on lève les huîtres des bassins. On vérifie que les critères de qualité fonctionnent des qualités. Tu démarres à quelle heure? C'est 6h? Non, on démarre à 7h30 le matin, on n'a pas de commande avant. Donc on démarre à ce moment-là. Là, on va chercher les huîtres qu'on a en affinage sur des parcs, soit en bateau, soit en tracteur, ça dépend des parcs sur lesquels on est. On ramène ces produits, on contrôle tout, on ouvre tout. Je pense que tous les matins, on doit ouvrir une centaine d'huîtres tous les jours pour voir que ce qu'on met dans les paniers correspond bien à ce qu'on pense se mettre. Voilà, vous les ouvrez pour vérifier c'est des échantillons. Voilà, on ouvre des échantillons pour vérifier que ça soit conforme. Et moi je dis souvent à mes clients, ne m'engueulez pas si c'est pas beau, vous fatiguez pas, je le sais avant que ça parte. Donc, Alors il y a ça c'est une question peut-être un peu bateau, mais tout le monde va se la poser. C'est le réchauffement climatique, est-ce que ça a une incidence à terme sur l'huître? Ben écoute, je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne suis pas climato-sceptique, là c'est pas que je doute des constats. Mais je pense que notre planète a un certain temps, elle a un peu de recul. Je pense que l'échelle
que l'on a des données. Je pense que s'il y a une grosse éruption solaire demain... On est mort Non, c'est pas qu'on est mort, mais je pense qu'une grosse éruption solaire peut modifier l'ensemble de notre climat. Parce que je ne suis pas assez pointu dans le domaine et j'ai peur souvent. J'ai appris à me servir d'un tableur il n'y a pas très longtemps, là, des tableurs Excel. Ah oui, d'accord. Oui. Et le tableur Excel, non, mais c'est un truc extraordinaire. On fait un plan de financement ou un compte d'exploitation, on a 4-5 variables, il suffit qu'on les change, et boum, d'un seul coup, on est milliardaire. Sauf que la réalité des choses, c'est pas ça. La réalité des choses, c'est qu'on peut rentrer des chiffres, mais après il y a des aléas, il y a des impondérables, il y a des variations. Surtout et que cet ensemble-là, météo, érosion marine, la pointe du Cap Ferré s'est allongée, elle s'est raccourcie, elle s'est réallongée. On dit même qu'elle pourrait disparaître. Mais on a eu, voilà, c'est le grand débat aujourd'hui. On a eu, il y a 2 ans ou 3 ans, on a eu 36 dépressions d'affilée. Donc effectivement, 36 dépressions d'affilée, ça creuse. Mais si on a 2 ans sans très grosse dépression, on va regarnir de sable et de sable et de sable. La dune du Pilat, elle fait 100 mètres. C'est du sable qui est amené par le vent. C'est le sable à la pointe du Ferré qui tombe sur les bancs, il sèche quand il y a les gros coefficients, et le vent l'amène sur la dune. Voilà, ça existe depuis des siècles. Non, mais alors, je ne dis pas que ça existera toujours. Je pense que moi, quand on aura le type d'emmerdement qu'on nous promet, il y a longtemps que j'aurais plus mal aux dents, et je ne suis pas persuadé que ma fille a encore les dents qui lui la dérangent. On aura peut-être plus d'huîtres aussi quand même. Si, non, mais les huîtres tiendront. Hein. Je pense que nous, on aura disparu, mais elles vont bien, elles sont bien dans l'eau. L'autre débat aussi, j'ai l'impression que c'est quand même assez technique et que les gens ne savent pas forcément. Là, si tu vas pour en revenir sur la question du réchauffement, je pense que nous, on doit super faire gaffe à la planète. Mais moi, je suis énervé un peu par cette culture de la peur permanente. C'est-à-dire que le matin, dans tout, on ouvre la presse le matin, on a peur. Enfin, on a peur. On nous raconte des choses pour nous faire peur. Tout est anxiogène en fait. Mais tout est anxiogène, alors que la vie, elle est quand même pas anxiogène. La vie, elle est merveilleuse si on a envie de la prendre. Et moi, je dis aux gens, mais putain, mais n'ayez pas peur, vous êtes là, vivez le moment. Ça, c'est le cœur de ta philosophie. Mais non, mais c'est vivez l'instant. Pourquoi se fabriquer une peur imaginaire et se bouffer le moment, alors que j'ai des copains, des fois, ils me disent, ah, putain, je suis fatigué, demain, je me lève à 5 heures. Mais non, je dis, demain, tu seras fatigué quand tu te seras levé à 5 heures. Mais là, tu peux pas être fatigué à l'idée de te lever à 5 heures. Non, mais c'est ça pour moi. Les trucs anxiogènes, c'est ça. C'est-à-dire que des gens, nous, on nous parle... Moi, j'ai une cabane au bord de l'eau. Si j'écoute les mecs, je dors avec une brassière toutes les nuits. Oui, parce qu'il y a un tsunami qui Parce que je parle de tsunami, la dune qui s'écroule. Ça va, on verra bien. Je ne vais pas commencer à me pourrir la vie aujourd'hui à dormir avec une brassière de sauvetage parce qu'il y a un mec qui nous a dit ça se bouffe l'érosion, va bouffer 3 mètres de côte. Tu vis juste au paradis en réalité. Eh bien moi j'habite au paradis et si ce paradis devient l'enfer, eh bien je verrai quand je serai en enfer. Je gérerai l'enfer. Enfin je tenterai de le gérer. Mais aujourd'hui je ne vais pas m'imaginer l'enfer alors que je suis au paradis. Je profite du paradis et je pense qu'on devrait tous faire ça. Si tu veux, de vivre l'instant et de profiter de la qualité de l'instant, c'est merveilleux. Moi, je dis en déconnant, quand je me lève le matin que je respire, je trouve que c'est déjà une belle journée qui démarre. Ouais, ça, c'est la vraie philosophie. Mais non, mais voilà, on est là. Vivant. On est là, on a peur de quoi? On peut tout faire, il suffit qu'on veuille. Et c'est donc il faut... Moi, la peur, c'est un truc qui m'emmerde. Et ce qui m'ennuie beaucoup dans les fabricants d'anxiété, c'est que d'abord, c'est un fonds de commerce pour certains, donc d'en parler beaucoup. Là, on a un pétrolier, là, qui a un pétrolier, c'est un porte-container qui a coulé. Qui peut toucher la Gironde. Qui peut toucher la Gironde, les Charentes, voilà. C'est 40 000 tonnes. On a eu d'autres pétroliers, mais là, on va nous le rabâcher. Là, on a la presse pendant. On va suivre la nappe au jour le jour. C'est-à-dire, attention, elle approche. On va voir des connards qui regardent la mer, qui disent plus les experts. Elle va arriver. Plus les experts dans ce domaine. J'ai participé au Prestige, au ramassage de la mer du Prestige en, je ne me rappelle plus, 91 ou 2001. Non, c'est ça, 2001. 2001, c'est 2001, ça. le Prestige qui avait coulé au large de la Galice, où on a voyé les nappes, on a ramassé. Mais en fait, ce qui me met en colère, sur ce sujet, c'est que moi, à l'époque de 2001, on avait dit, mais les nations européennes, on parle d'Europe,
Je comprends pas qu'on n'ait pas un bateau ramasseur de merde à l'échelle des bateaux susceptibles de couler. C'est-à-dire que toutes les nations européennes pourraient financer un bateau avec des tapis roulants qui ramasserait la merde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans le plan Polmar? On a des espèces de petits trucs pour ramasser dans les ports. Une fois qu'ils ont 3 poubelles à bord, ils sont pleins. Et par contre, dès qu'il y a une catastrophe, alors là, tout le monde s'émeut en disant il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Oui, le truc à faire. Peut-être que demain il sera trop tard. Oui, mais c'est ça. Alors que le truc à faire, quand on a eu la Monco Cadiz, qu'on a eu le Prestige, qu'on a eu l'autre, je me rappelle, l'Erika. Ah oui, l'Erika, bien sûr. Tiens, ça en est bouffé 3. Donc à un moment, qu'on mette des moyens, qu'on fasse un vrai truc pour ramasser, parce que les nappes de pétrole, elles sont relativement compactes. Hein. Quand elles dérivent, c'est une masse. Oui, donc là, il n'y a qu'à avoir des bateaux. On va sur la Lune. Aujourd'hui, on va sur la Lune, on va sur Mars. Bientôt. Et on ne sait pas ramasser une plaque de pétrole en mer. Mais comment tu l'expliques? C'est un manque de mauvaise volonté Parce qu'à un moment, une fois que le pétard est passé, il y a d'autres peurs qui naissent, et puis voilà. On est gouverné par la peur et c'est ce qui fait chier. C'est exactement ça. On est gouverné par l'urgence. On est gouverné par l'urgence. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois qu'un problème est passé, il est réglé. Oui, parce qu'il y en a un autre qui arrive. Il y en a un autre qui arrive. Et au lieu de gérer avec de la prospective et de la vision, eh ben, on gère que du court terme. Et on gère, comme disent vulgairement chez moi, les mecs, on gère avec la merde au cul, quoi. C'est pas terrible. Ouais, tu as dû en parler avec des politiques, tu es quand même très sollicité. Donc, Mais oui, mais le politique, il n'a pas le temps. Et il entend, et puis après, il passe à autre chose. J'avais un copain qui travaillait dans un ministère, qui était conseiller particulier pour un ministre. Je dis, c'est quoi tes journées? Je faisais la même que toi. Il me dit, j'arrive tous les matins à 5 heures au cabinet, je lis la presse. Et fonction de la presse, je prépare toutes les réponses qu'il va falloir que je mène au ministre pour répondre dans la journée aux emmerdements qui sont créés. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la symbolique. Oui, dans la communication en outrance aussi. C'est un peu le problème. Oui, mais il y a de la demande. On est tous responsables parce qu'il y a de la demande. Là, il faut qu'on ait le ministre de la pollution, de l'écologie et de l'environnement, qui s'exprime sur le pétrolier. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils disent? On ne sait pas plus que la presse. Il y a un bateau qui a coulé, il a brûlé, il y a 40 000 tonnes de pétrole qui arrivent. On lui a préparé des fiches en disant attention. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il dit nous sommes sur le plan Polmar est prêt, nous sommes prêts à intervenir, nous allons détacher des experts, faire des évaluations. Nous allons faire le nécessaire. C'est violent, enfin, c'est pas du violent. On lui demande de faire ça et le mec le fait bien. Mais c'est pas. Le truc, une fois qu'on en a pris une, depuis 2001, qu'on a pris le Prestige, depuis 2001, ça fait 19 ans, on aurait pu réfléchir. Tu parlais tout à l'heure d'épicurien, et c'est peut-être un peu tout ça qui t'a emmené sur cette voie, non? Tous ces constats. Alors j'ai eu la chance dans ma vie d'être président de syndicat, vice-président d'organismes professionnels, vice-président de la chambre de commerce, d'avoir un père en politique, un beau-père en politique, d'avoir vécu dans cet univers tout le temps. Et moi je crois qu'aux actes. Parler, c'est hyper facile. Tout le monde peut le faire. Parler et promettre, c'est à la portée de n'importe quel con. Agir. Pour moi, ce matin, j'ai un pote qui m'a appelé au téléphone. Il me dit, je dis, écoute, moi, il n'y a que les actes. On n'est que le produit de nos actes. On n'est pas le produit de nos paroles, on est le produit de nos actes. Il n'y a que ça qui compte. Et que quelqu'un qui est juste dans l'annonce, et une des faiblesses des politiques pendant des années, ça a été que le machiavélisme, au sens pur, donc de Machiavel, quand on parlait du prince de Machiavel, le prince ne pouvait pas mentir. Parce que le prince était le prince, et que donc s'il mentait à quelqu'un, c'était l'autorité supérieure, et personne ne la remettait en doute. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les rapidités, avec la visibilité, avec l'instantanéité d'accès à l'information, la multiplication des commentaires, on ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir. Le mec qui ment aujourd'hui, il est à la nasse le lendemain. Ouais, il se fait rattraper. Il est à la nasse le lendemain. Et ça, on est dans un monde d'évolution, enfin, à mon sens, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une bonne évolution pour toi ou oui, non, mais ça sera une évolution. Ça dépendra comment on la gérera. Parce que moi, je dis souvent, les mecs Internet, c'est merveilleux. Mais si je vous largue dans la Bibliothèque nationale,
et que vous n'avez pas les codes et que vous ne savez pas, et vous avez pas... l'info, tu rames, oui. Vous avez toute la culture du monde là, Toute la connaissance. mais si vous n'avez pas la méthode, si vous n'avez pas l'envie, et moi je dis ça à ma fille en lui disant ce qui est intéressant quand on apprend, c'est d'apprendre à apprendre. C'est pas ce que tu apprends qui est important, c'est pas de savoir que tel auteur a écrit ça. C'est d'ouvrir des portes pour d'autres choses ensuite. C'est que cette réflexion et ce que tu as appris te donne envie d'aller voir plus loin, te rende curieux et te rende perspicace au sens de la recherche. Ça n'est que ça l'intérêt. C'est pas, et franchement, souvent, et à leur décharge, les politiques, ils n'ont pas le temps. Un mec, il a un ministre qui arrive dans un cabinet, il y a déjà 10 plans qui sont en route avec sa technostructure qui lui dit mais il y a ça, ça, ça et ça, il faut qu'on amène au bout. Plus j'avais une inauguration là, un truc là. L'opinion qui attend. L'opinion qui attend, il faut leur donner une réponse. Donc, mais qui a le temps d'avoir de la perspective? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour agir concrètement? Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui aient vraiment le temps de penser et qui ne soient pas... Stark dans son étude, enfin dans son cabinet à un moment, quand on téléphonait le matin, sur le répondeur, il y avait écrit « On ne vous répond pas le matin pour réfléchir et pour mieux vous... Non, on réfléchit le matin pour mieux vous répondre l'après-midi. » Donc le matin, ils ne répondaient pas au téléphone. Le matin, on ne pouvait pas avoir... Principe, on les avait l'après-midi. Ils disaient « On réfléchit le matin pour mieux vous répondre cet après-midi. » Et je trouve que l'action sans réflexion, ça s'appelle de la réaction d'ailleurs. Stark, c'était ton voisin d'ailleurs. Oui, c'est mon ami, c'est mon ami que j'aime beaucoup. Et... aussi une belle maison au bord de la plage. Ouais, mais ça aide. Je pense que le paysage favorise la paix de l'âme. La réflexion. Ouais, la paix de l'âme justement et la réflexion. C'est une chance. Voilà. Mais toi, tu y es pas tout le temps maintenant. Oh, j'y suis. Non, j'y suis. Moi, je voyage maximum 5 jours toutes les 3 semaines. 5 jours toutes les 5 jours toutes les 3 semaines. Sinon, le reste du temps, je suis chez moi. En plus, tu as de la chance, les tournages, ça se passe souvent chez toi. Les tournages, moi, je suis le grand public, tu as quand même découvert avec le cinéma. Ouais, mais je suis souvent scotché dans mon rôle d'ostriculteur ou de paysan. Comme dans les petits mouchoirs. Ouais, c'est ça. Et ça a changé quand même, parce que les gens ne connaissaient pas avant les petits mouchoirs. Mais ça change, ça m'a. Alors, ça n'a pas été un changement un peu brutal, parce que tu dis je suis un paysan et tout, mais. Non, parce que dans mon coin, j'ai dit tout à l'heure que j'avais vécu, mon père faisait de la politique, mon premier beau-père était député maire, conseiller général, donc j'étais très connu dans mon village. Enfin, j'étais très connu dans ma zone. Ta zone. Donc après, c'est une histoire d'échelle. En fait, j'étais champion de ma rue, après je suis sorti de ma rue. Et maintenant, tu es champion de... Non, je suis champion de rien, mais c'est vrai que les gens aujourd'hui... Alors c'est drôle parce que c'est une notoriété morphologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me croisent dans la rue. Je les vois vu quelque part. Non, je vois qu'ils me regardent, ils sont captés, puis ils me sourient, ils me disent bonjour, comme s'ils me connaissaient, mais en fait, ils ne savent pas d'où ils me connaissent. C'était Béatrice Soria-Monzon, qui est une merveilleuse cantatrice, qui est l'une des plus grandes interprètes de Carmen. Un jour, je vais voir un récital au Grand Théâtre à Bordeaux, à l'Opéra de Bordeaux, puisque ça s'appelle l'Opéra, non? Et après, on est dans les salons, une petite réception. Et cette femme, qui est une femme, humainement merveilleuse, j'ai appris à la connaître après, physiquement, qui est d'une beauté, elle est rayonnante, et en plus, elle chante. C'est une cantatrice connue quand même. Ouais, sublimement bien. Rentre après le spectacle, arrive dans la salle du foyer du Grand Théâtre, regarde, me voit, me fonce dessus avec un sourire jusque-là, me dit « Ah, quelqu'un que je connais » et elle m'embrasse. Et là, je lui dis « On ne se connaît pas ». Elle me dit « Mais si, on se connaît ». Et je lui dis « Non, enfin moi je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Vous m'avez vu, mais on ne s'est jamais rencontré. » Elle me dit « C'est pas possible, je vous connais. » Non, je dis « Non, vraiment, on ne s'est jamais croisé. » Puis à un moment, je lui dis « Vous avez peut-être vu un film, Les Petits Mouchoirs ?» Et là, elle me regarde et elle éclate de rire avec un très très joli rire. Et elle me dit, écoutez, mais maintenant on se connaît et je suis ravi de vous connaître. Et depuis, on est devenus très copains et j'aime beaucoup cette femme. Mais voilà, ça crée ça. Les petits mouchoirs, ça crée ça. Tu n'as pas pris la grosse tête, là. Bon, il n'y a aucune raison de la prendre. Alors je trouve que quelle que soit la réussite qu'on puisse avoir,
je bataille avec ma fille qui a 13 ans, j'ai eu l'humilité. Sois humble. Sois humble. Des fois on gagne, des fois on perd, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'on fait. Après, gagner ou perdre une compétition, mon copain Guy Dru, il a gagné sur 110 mètres haies, ça se trouve, c'est la longueur du nez, quoi. C'est un dixième de seconde. Ouais. Sauf que lui est devenu champion olympique, avec une construction d'histoire derrière, avec toute cette réussite accrochée. Mais le second, personne ne se rappelle son nom, on ne le connaît pas. Pourtant, il a démérité à quoi, un dixième de seconde? Il n'existe pas. Donc son histoire à lui, elle s'est bâtie sur autre chose. Mais ce qui a été joli pour les deux, c'est d'arriver jusqu'à la fin de cette course. Après la fin de cette course, c'est une autre histoire qui démarre. Arrivé aux Jeux Olympiques déjà. Mais non, mais d'être arrivé aux Jeux Olympiques, pour eux, c'était le nirvana. Donc ils ont vécu tous les deux des très belles histoires. Il y en a un qui va continuer une histoire en ayant gagné, et l'autre qui continuera sûrement son histoire en ayant perdu. Mais ce qui a été intéressant, c'est toute la rigueur qu'ils ont mis et toute la détermination qu'ils ont mis et tout le travail qui a été fait pour arriver à ça. Parce que ça, même si le mec ne court plus, cette rigueur et ce mental, c'est la compétition qui lui a donné. Et donc il va se reconstruire avec ça. Et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne le connais pas. Mais je suis sûr que le mec, il a fait un parcours. Oui, comme le tien aussi d'ailleurs. Mais c'est, tu as fait un parcours, mais c'est quand même très rare d'avoir un parcours où voilà, tu pars du bassin, tu fais tes huîtres, elles sont très bonnes, etc., elles sont reconnues, et puis tout d'un coup, paf, tout bascule parce que tu deviens un ostréiculteur qui est dans la rubrique People. C'est quand même. Mais tu bascules le grand public. Oui, tu bascules le grand public. Mais quand Juppé arrive à Bordeaux en 95, moi je suis vice-président de la Chambre de commerce, donc on est vraiment dans la mouvance de ce mouvement de reconstruction de Bordeaux. Tu mettais un costume, non? Eh bien, j'étais obligé. T'étais obligé, ouais. Et quand tu joues au rugby, tu joues avec le maillot de l'équipe. Ouais. S'il est bleu, même si tu aimes le rose, tu joues en bleu. Hein, donc c'est comme ça, quoi. Ou les mecs, quand ils jouent en rose... Parce que je t'imagine pas en costume, c'est comme mais ça. Si. Tu dois très bien le porter, d'ailleurs. Ouais, mais on me prend pour un garde du corps quand je Tu m'étonnes. Non, mais ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Sur des voyages officiels où il y a un mec qui va me voir en me disant bon voilà, je suis officier de sécurité de excusez-moi, pas du tout. Vous avez pas l'oreillette? Voilà, c'est ça, moi pas du tout. Justement, je me prenais pour un vrai chef parce que j'avais pas l'oreillette. Et du coup, tu t'es fait aussi toute une bande de copains, parce que chez toi, c'est un défilé permanent. J'étais venu un jour, il y a quand même, 2-3 ans peut-être, il y avait Michael Youn. Il y avait Hospital, oui. Eric, des charcuteries magnifiques. Il y avait Ramuncho de la Ransaléac à Saint-Jean-de-Luz. Ouais, le grand restaurateur de Saint-Jean. Je crois, alors, chez moi, tu as vu la maison, il n'y a pas de serrure ni devant ni derrière. C'est vrai. Donc c'est ouvert. C'est un endroit ouvert. Et moi, j'aime les instants. Donc, tu vois, j'en reviens tout à l'heure, mon histoire de peur. Moi, je vis le moment. Donc, je suis là, il y a un pote qui passe. D'abord, je suis ravi qu'il passe. Parce que, d'un coup, ça t'amène de la fraîcheur, ça peut te sortir de tes problèmes, ou ça peut te sortir de ta rêverie, mais à un moment, il y a une histoire qui démarre. Même si c'est pas une histoire grandiose, c'est une histoire parce qu'à un moment tu vas être. C'est un moment, bien, voilà. Tranquille. Et quand je viens à Paris ou quand je vais n'importe où, je n'appelle jamais mes potes. Ah merci. Je n'appelle jamais mes potes en leur disant je serai à Paris mardi, parce que je sais que si je les appelle 3 jours avant, ils vont me dire super, on se retrouve, mais mardi, moi j'ai rendez-vous à 11h30. Donc je vais sortir à 12h30, mais je suis dans le 9e. Après j'ai rendez-vous dans le 17e, il faut que j'y sois à 14h30. Donc on va se retrouver, alors je vais dire une connerie, dans le 2e. Mais on se retrouve vers 12h30, 12h45. Et il faut vraiment que je reparte à 13h45. Ça veut dire que je vais passer. Mais il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. À part se dire bonjour. J'ai un pote, ça va, c'est le truc de Coluche. Coluche, il y avait un sketch, il disait ça va, et toi, ça va, et toi, ça va. Bon, et toi? Bon, ça va. Oh ben ça va, eh ben salut, allez ciao. Il disait putain on a passé une belle soirée quand même, c'était sympa. Eh ben, alors moi ça m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant en fait t'es un homme de spot, t'as des spots et puis après tu sais pas ce qui va se passer derrière. Mais c'est ça qui est rigolo. T'as des copains, tu dis tiens on va se trouver avec chez Comment s'est-on rencontrés? C'est vrai, c'est la vérité. Comment s'est-on rencontrés?
Ça part du cigare. Ça part du cigare. J'entends des mecs qui parlent, je déduis que c'est des Colombiens. Non, Il y a un mec qui a les mains, qui a un petit eczéma sur les mains, un auteur français, qui a fait un très joli livre sur l'honneur. Jean-René Van der Pletsen. Tu vois, je me rappelle très bien. Ouais. Qui fait un très joli livre. La nostalgie de l'honneur. Exactement. Il a une espèce de petit eczéma sur les mains. Et Yuri Buenaventure a dit, mais nous, on a une poudre d'huître. En Colombie, on guérit ça avec la poudre d'huître. Et tu dis, je suis assis à côté, on ne s'est pas parlé. Et tu dis, mais je crois qu'on a un spécialiste des huîtres à côté. Ah oui, et on rentre en discussion comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. On s'était croisés une fois. On se trouve comme ça. Oui, je t'avais croisé dans une soirée où tu ouvrais des huîtres. Oui, mais ça, c'est très varié. C'est pour ça que je suis très connu. Souvent. Parce que moi, j'ai toujours un banc d'huîtres devant moi, ou un couteau à huîtres à la main, ou une vareuse rouge. Donc forcément, on te connaît. Oui, mais c'est comme les mecs de la DDE, on les reconnaît tous. Bien sûr, mais t'es pas le seul à avoir un banc d'huîtres, mais t'es le seul. Les gens viennent faire des selfies. Parce que t'es une star de cinéma maintenant. Donc, cette soirée-là m'avait fait rire, t'as tout le monde qui est arrivé, t'étais en train de travailler, d'ouvrir tes huîtres. Monsieur Dupuche, je peux faire un selfie? Bah bien sûr, tu le fais en plus très gentiment, c'est un vrai plaisir pour les gens. Parce que alors là, encore une fois, je pars du principe que s'il suffisait de donner 15 secondes de sa vie pour faire plaisir à quelqu'un, mais moi je donne un paquet de secondes, je donne 4-5 heures par jour. Pour donner le sourire à quelqu'un, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit je peux faire un selfie avec vous, le mec s'il te demande, c'est que ça lui fait plaisir. Tu vas lui dire écoutez, je suis avec des amis. Revenez demain. Non, mais jamais. Mais bien sûr, ça prend allez, entre 5 et 15 secondes. C'est ça un acte aussi, tu parlais d'acte tout à l'heure. Mais non, mais c'est ça, un acte tout bête. Les gens, mais moi si pour donner un sourire, pour que quelqu'un ait un sourire, il suffit que je donne 15 secondes, mais j'en donne toute la journée, secondes. Et ta fille, quand tu lui dis qu'il faut être humble et tout, c'est un discours qu'elle entend, parce qu'elle te voit à l'action de toute façon. Mais oui, elle entend. Si elle a 13 ans, elle est quand même ado, vu le nombre de stars qui passent chez toi, c'est peut-être pas toujours facile de garder un peu la tête froide vis-à-vis de Mais si, parce qu'elle a toujours vécu dans cet univers, elle est née dans cet univers. Donc sa mère est journaliste à la télévision française, donc elle voit sa mère à la télé. Toutes ces choses qui impressionnent beaucoup les gens, la télé, le cinéma, elle s'en fout, quoi. Mais quand je dis elle s'en fout... Il y a peut-être aussi la mer, ou d'avoir la mer en face de chez soi. Et tout elle est liée, alors vraiment, toi, je parlais de peur tout à l'heure, je crois qu'un des plus beaux cadeaux qu'on a pu faire à notre fille, c'est qu'elle a été élevée en liberté. Elle a, donc, tu sais où je vis, donc c'est au bord de la plage, dans un espace, un paradis. Donc les enfants, moi à 2 ans, ma fille elle se barrait, mais comme moi quand j'étais petit. Je partais 1 kilomètre de chez moi à 2 ans ou 3 ans. Mes parents ne s'inquiétaient pas parce qu'on était élevés par la tribu et le village. Donc à 1 kilomètre à droite et 1 kilomètre à gauche, les mecs savaient exactement que j'étais le fils du Dupuche, ou ma cousine, peu importe. Mais on était toujours en sécurité. Sauf que nous, on ne le savait pas. C'est-à-dire que mes parents n'étaient pas inquiets parce que tu savais qu'il y avait la voisin, tout le monde était surveillé, que s'il y avait la moindre merde, il y avait du monde pour intervenir. Mais nous, par contre, on partait loin de notre base. Et on se prenait vraiment pour des aventuriers. D'où un sentiment de liberté. D'où une espèce d'absence de peur imaginaire. On avait des peurs parce qu'on tombait sur des serpents, on tombait sur des crapauds, on tombait sur des... Mais on avait des vraies peurs. On n'avait pas de la peur où nos parents nous disaient le matin, attention, sors pas dans la rue, va pas te faire écraser, va pas sur la route. Jamais on m'a dit ça. D'où ton non-amour de ce qui est anxiogène. Mais parce que ce qui est anxiogène rend les gens anxieux et les inhibe. Et cette inhibition, c'est la limite de l'individu. Est-ce qu'il y a plein de gens qui se complaisent là-dedans aussi, dans les trucs anxiogènes? Alors ça, c'est un autre truc. Ça, c'est la victimisation. Il y a des gens qui se sont fait un fonds de commerce d'être victimes. C'est-à-dire tout ce qui leur arrive, c'est jamais leur faute. C'est la faute des autres. Ça, et les gens se bâtissent un fonds de commerce dessus. Moi, j'ai un phénomène qui monte aussi, ça, non? Mais non, mais alors, au début, ça peut faire rire parce qu'on va plaindre. Et on va plaindre, on va cajoler. J'ai même des copains, c'était une stratégie de séduction. C'était... Avec les femmes, je suis malheureux, mais tiens, mais je vais te consoler, quoi. Je vais jouer à la maman avec toi. Mais moi, putain, ça m'insupporte. C'est pas la meilleure manière d'établir des rapports sains et équilibrés. Moi, souvent, on me dit, ça va? Je dis, ouais. Mais on me dit, toi, ça va toujours. Mais j'ai de toute manière, quand ça va pas, si je le dis, je fais de la peine aux gens qui m'aiment, et je fais plaisir aux connards qui m'aiment pas. Ouais, parce qu'on dirait, donc, finalement, il a des failles. Mais on en a tous. Mais on a tous des failles, on a tous nos fragilités, et
Et on a tous nos journées meilleures certains jours que d'autres jours. Mais globalement, ça va. Je vais pas les faire chier la terre entière parce qu'un matin, je me lève et que j'ai un pet en travers. Ça va, je gère mon pet, je vis ma vie. Et puis je vais pas, en plus d'avoir mes emmerdements propres, je vais pas les pourrir la vie des autres avec mes emmerdes. Donc, donc c'est bon, ça va. Et je dis souvent à mes fils, si tu avais un lion au cul, tu verrais que tu ne seras pas fatigué. Tu vois, tu iras lui expliquer que tu es fatigué. Tu vois, j'ai mal, non, je ne suis pas trop en forme. Et ils font quoi, explique au lion. Ils font quoi tes fils? Il fait de l'immobilier, l'autre qui fait des huîtres. Sur le bassin aussi, ouais. Mais c'est ça. Les huîtres, ils travaillent avec toi ou tu non, indépendant, il faut qu'ils vivent leur vie. T'es pour ça, toi, t'es pas pour dire tu vas prendre ma succession, apprends et non, parce que c'est même pas ça. Apprends et choisis. Parce que je trouve que le poids, on en revient à l'action et à la réaction. Moi, je veux que s'ils choisissent, c'est action. Je veux et je viens. Mais pas je viens parce que je dois. Ou parce que mon histoire, c'est de venir. Non. Ton histoire, c'est ton histoire. Et elle démarre avec toi. Donc j'aime beaucoup la transmission. Mais la transmission, il faut qu'elle soit positive. Il faut que celui à qui on transmet, il ait envie d'apprendre, il a envie de jouer. Et qu'il en fasse bonne usage. Mais il faut qu'il ait envie. Il ne faut pas qu'il doive. Je vais faire venir un de mes fils en lui disant tu viens à moi et je vais te transmettre. Mais s'il n'a pas envie, je vais. Tu restes dans mes parcs, je t'apprends. Je vais rien lui transmettre. Je vais essayer de lui transmettre, mais je ne suis pas persuadé qu'il entende. Il a envie, tu penses ou pas? Je ne sais rien, les merdes, ils sont grands. Ils font évoluer. J'aime pas penser pour les autres. Bah, tu les goûtes quand même ces huîtres. Ah oui, je tout, mais. Alors j'ai un autre gros défaut, c'est que j'aime pas mentir. Je peux omettre, parce que pas totalement con, mais j'aime pas mentir et je préfère. Te fâcher, pas te fâcher, mais. Non, je préfère faire de la peine à quelqu'un que j'aime que lui mentir. Dire si elles sont pas bonnes, tu dis non, elles sont pas bonnes. Voilà, non, je préfère blesser quelqu'un que lui mentir, que le trahir. Voilà, c'est aussi un de tes piliers, ça. Ouais, d'abord, c'est plus confortable. C'est naturel chez toi, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Mais je suis un peu. Alors, des fois, on me dit t'es brut de décoffrage. Ouais. Oui, mais en fait, je vais pas te raconter salade pour te faire plaisir. Si je vois que tu vas te foutre dans un précipice, je vais pas te dire putain, c'est joli, ta course continue. Voilà. Et je dis souvent à mes amis quand je les aime, je dis écoute, je te demande pas d'explication. Je pense que tu vas faire une connerie. Voilà. Mais je me dois de te le dire. Et là, il commence à expliciter. Je ne m'explique pas. Tu as sûrement de très bonnes raisons. Mais je pense que c'est une connerie, fondamentalement. Ça t'arrive souvent instinctivement, de le dire, bien sûr. Quand aux gens que j'aime, toujours. Alors après, je peux être très très dégagé. Hein. Moi, un mec que j'aime pas, il va se foutre la gueule dans le mur. Je peux faire un chrono. Hein. Je peux regarder à la vitesse à laquelle il va aller, mais ça me... Avec voilà. Plaisir, quasiment. Non, jamais. Non, je me réjouis jamais du malheur des autres. Ça me... Non, mais à un moment, bon, c'est pas mes affaires. Ouais, c'est pas... Que toi, tu as eu quelques déconvenus quand même. J'ai eu ma dose, ça va. J'ai tout. Je pourrais faire du conseil en entreprise tellement j'ai vécu quoi, tout. Des faillites, j'ai eu tout. J'ai eu dépôt de bilan, liquidation, j'ai eu tout. Et t'es remonté chaque fois parce que tu t'es dit bon allez, mais en je suis pas mort, on continue. C'est exactement ça. Mais ça c'est un truc que me disait ma mère depuis qu'on est, parce que nous, dans les huîtres, mes parents ont gagné beaucoup d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont regagné beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup d'argent. Perdu à cause d'aller de crevaisons, de plein de trucs, de stocks qui étaient bouffés par des poissons, par des crabes, par des étoiles de mer. Enfin, c'est vraiment... Pour ça, tout à l'heure, quand je disais le métier d'ostréiculteur est très difficile, parce qu'à une époque comme plein de métiers, où les gens gagnaient beaucoup d'argent, c'est-à-dire que, je pense qu'il y a 50 ans, un très bon, il pouvait faire 30% de résultats nets. 30% de résultats nets, de bénéfices. Un bénéfice. Un moyen, il faisait 15%. Un mauvais, il faisait 5%. Après, et il fallait que le mec soit nul pour passer en négatif. L'évolution du business, aujourd'hui les très bons font 10%. Les moyens font 2%. Et les mauvais, ils font moins 5 ou moins 10. Donc, ça veut dire que quand il y a le moindre accroc dans le système, même les bons deviennent très vite en danger.
parce qu'ils n'ont plus de matelas pour se sauver. C'est-à-dire que l'amortisseur de capacité financière d'une entreprise, autrefois ça pouvait être de 2 ans ou de 3 ans, aujourd'hui c'est de 6 mois. Et là j'ai des copains restaurateurs avec l'histoire des gilets jaunes et de tous ces samedis qui ont été compliqués dans des villes. Forcément fermé. Moi j'ai des copains qui ont des grosses affaires avec 35-40 salariés. Ça fait 17 ou 18 samedis qu'ils perdent. En restauration, c'est les plus gros jours d'exploitation. Il y a des mecs qui ont perdu 100% du chiffre d'affaires des samedis en restauration, depuis le mois de novembre. C'est-à-dire que ça se chiffre. Mais ils sont en danger, mais pas parce qu'ils sont mauvais. Parce qu'à un moment, ils sont en danger, parce que la trésorerie ne rentre plus. Et quand la trésorerie ne rentre plus, par contre, les salariés, ils les ont. Même s'il fait du chômage technique, ça coûte. Et le mec, il n'a pas de trésorerie. Et puis les banquiers, même s'ils sont à l'écoute, quand un mec dit il me manque 300 000 euros en 2 mois, après il faut le mec lui dit écoutez, je sais pas, vous n'avez pas votre grand-mère un peu une maison, vous n'avez pas de. Une maison préférée, par exemple. Non, mais tu vois, c'est. Donc la vie des entreprises aujourd'hui, des petites entreprises, des TPE et des toutes petites entreprises, c'est très compliqué. T'as combien de salariés, toi, par exemple? 10. On est 10 dans la oui, boîte. quand même. Ouais. Non, mais c'est très Toi, familial. du coup, si restauration trinque, toi tu trinques aussi parce que tu vends moins d'huîtres. Oui, mais on a senti le truc des gilets jaunes. Nous, on a compensé par des marchés à l'export, mais on le sent, quoi. On a les commandes sur la restauration. C'est combien de pourcents, par exemple? On a perdu 20% facile, Ouais, 25%. en plus, avec Mais les 25%, c'est chaud. Hein. Mais ça te met en danger ou pas? Non, du tout, non. Nous, on a compensé cette Avec perte. l'export, ouais. On a exporté davantage, donc on a maintenu notre activité, mais parce qu'on était sur d'autres marchés. C'est-à-dire, si on n'avait pas eu cette période-là. Parce que tu as un label aussi. On a, parce qu'on a travaillé sur une marque depuis des années, quoi. Et qu'on continue toujours à démarcher, à aller chercher les clients. À midi, moi j'ai un restaurant parisien avec qui je ne travaille pas, je leur envoie un échantillonnage mardi, ça leur convient. Je pense qu'on va rentrer peut-être dans 3-4 affaires. La Girafe, c'est un restaurant dont on parle voilà, beaucoup d'ailleurs. Oui, j'ai été voir cet endroit. Qui a une super réputation, l'endroit est magnifique en plus. C'est au Trocadéro. Non, et puis les mecs, ils ont c'est Musée de l'Homme, c'est ça? Ouais, c'est pas les Chaillots. Oui, pas les Chaillots, c'est ça. Le Musée de l'Homme, c'est celui à côté. Mais mais moi je continue à aller voir tout le temps, tout le temps des nouveaux clients, quoi. Voilà, si on n'avance pas, on recule. C'est un peu logique. Non, mais si on avance, c'est pas qu'on recule, c'est que les autres passent. T'as beaucoup de concurrence? Non, je te l'ai dit tout à l'heure, on est une vingtaine sur ce marché, on est plus confrères que concurrents. Moi, je m'entends très bien avec Véronique Gilardot, je tripotais Arborièche, j'adore. Il vaut mieux s'entendre parce que vous défendez la même cause. Non, je disais l'autre jour à un mec, mais est-ce que la Romanée Conti va aller balancer sur Petrus? Et inversement. Non, c'est dans l'intérêt de. Mais non, mais quel est l'intérêt? Le mec de Cheval Blanc, il va dire. Ou le mec de Ikem va dire Ramonet, c'est pas bon? Ça n'a rien à voir. On goûte 2 produits différents, mais les deux sont extrêmement bons. Et moi, le bon, en plus, je ne sais pas ce que c'est le bon intrinsèque. J'ai pas de définition, moi, j'ai une définition de la qualité que j'aime avoir, de ce que tu veux de faire. ce que je veux faire partager. Mais je ne sais pas ce que c'est le bon. Je ne sais pas quelle est la plus belle femme du monde. Heureusement que tous les goûts sont dans la nature. Mais voilà, c'est un goût. Et donc, moi, j'essaye de faire partager ma philosophie du produit et ma philosophie du goût. Mais jamais je vais dire, mais moi c'est bon et les autres c'est pas bon. Et ton goût, justement, comment tu le définirais? Moi j'aime les huîtres charnues, j'aime les huîtres croquantes, j'aime qu'il y ait de la mâche, que ça soit ferme, que ça soit croquant, que ça soit tonique. Et justement avec des huîtres charnues, ce qui est merveilleux quand on les mâche, c'est qu'au fur et à mesure qu'on mastique de plus en plus et qu'on la mâche vraiment, qu'on la goûte comme si on avait un beau bout de viande qu'on va mâcher, ça délivre des saveurs en permanence, et une fois qu'on l'a avalé, ça laisse une arrière-bouche très longue et très puissante. Et voilà.
Là, pour moi, c'est une belle huître. Et il y a 15 jours, j'avais un importateur espagnol qui vient avec sa femme. Le mec me dit, je n'aime pas les huîtres. Alors il en vend, mais il me dit, j'aime pas ça. Mais je lui dis, qu'est-ce qui vous dérange? C'est la texture, le goût. Il me dit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai goûté une ou deux fois. J'ai dit, écoutez, si vous me permettez. Non, mais si vous me permettez, on était sur ma table en bois là, que tu connais au bord de la plage. J'ai dit au mec, écoutez, je vous la fais très à l'aise. Je vous en choisis une, je vous la prépare. Je vais vous mettre un peu de citron pour que ça ait un peu d'acidité. Je vous la prépare. Vous la mâchez. Si ça vous plaît pas, vous la crachez sur la plage, on n'en parle plus. Il y en a jamais. Non, mais on va être. Je vous mets très très à l'aise, ça ne me dérange pas. Mais le mec, il a bouffé une douzaine. Il m'a dit, mais c'est super bon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on n'a pas goûté, si on n'a pas trouvé l'huître qui nous convient, forcément qu'on n'aime pas les huîtres. Oui, ou si tu tombes sur un mauvais exemple, et c'est très bien. C'est. Tu veux un café, non? Ah oui, avec plaisir. Je veux bien un café. Deux cafés? Ouais. Le café. Et c'est comme le vin. Il y a des gens qui disent j'aime pas le vin. Alors c'est les mêmes qui disent j'aime pas les huîtres. Mais comme t'aimes pas le vin et comme t'aimes pas les huîtres, quand t'en achètes, t'achètes le moins cher puisque ça n'a aucun intérêt. Oui, donc c'est pas sauf que quand t'achètes le moins cher, eh ben t'es là pour ton argent. C'est pas toujours une question de prix, mais de question de... Donc là, par contre, tu vas déguster un vin la première fois avec quelqu'un qui aime ça, qui va te faire partager, qui va te sensibiliser, qui va t'expliquer les goûts, les ressentis. Tu vas te mettre à t'intéresser au truc et tu vas avoir de la curiosité. Alors que là, quand tu n'aimes pas un produit et que tu te dis, bon, j'achète ça, mais de toute manière, c'est pas bon, je m'en fous, j'aime pas ça. Même si tu le regoutes, déjà tu goûtes en disant, tu pars perdant, mais de toute manière, j'aime pas ça. Voilà, donc tu n'aimes jamais. Mais ta définition du goût, c'est un peu ton goût, c'est le goût de ta vie aussi. C'est la même définition. Pareil. Tu te fais ton goût et puis après je te dis, tu essayes de le faire partager. Et moi, il y a des mecs, tu vois, dans le vin, Thierry Germain qui est à Saumur, Cyril Fall qui est à côté de Perpignan, là-bas, dans le fin fond, en haut de la Tour de France. J'ai croisé des mecs qui sont passionnants, parce qu'ils te parlent de leur passion. Ouais, c'est des gens qui travaillent pas sur le rendement, mais sur la qualité et le goût. Non, mais ils aiment surtout ce qu'ils font. Quel que soit ce qu'ils font. Tu as des mecs qui ont des grosses exploitations de maïs ou de colza, mais qui aiment ce qu'ils font et tu vas passer un moment merveilleux avec eux. Et je suis sûr que leur produit, il est meilleur que ceux de notre. Parce qu'il va être plus abouti, parce qu'il a été fait avec curiosité, avec goût, avec passion, je cherche le mot, avec attention. Tu vois, des fois j'ai mes collègues qui devaient me prendre pour un barjot. Moi je suis appuyé au bord de mes parcs, plié en position quasiment assise, et je regarde les huîtres. Mais je les regarde parce que sur un carré comme la table, mais je vois de la pousse, il y a plein de trucs que je vois, si tu veux, qui moi me parlent. Alors, je suis incapable de te dire pourquoi. Je n'ai jamais pensé à faire un cahier, un cahier des charges de mes pensées. Mais moi, ça me parle. Un carré comme la table avec, il y a peut-être 70 ou 80 huîtres en pousse en cours d'élevage. Et ça, c'est vraiment personnel, c'est pour toi, oui, mais c'est mon pied, ça veut dire que... tu peux le transmettre, c'est pas sûr, ça. Si, tu peux le transmettre quand tu as quelqu'un à côté de toi et que tu lui dis, regarde. Et Bruno, le gars qui travaille avec moi là, depuis 36 ans, c'est mon alter ego, mais on est tout le temps en train de se dire, tiens, viens voir. Toi, dès qu'on voit un truc un peu... Je pensais pas qu'une huître avait autant de vie. Ah ben si, une huître, quand ça pousse, les huîtres, quand ça pousse, ça développe de la dentelle blanche, ça commence par la coquille du dessous. Après, ça remet de la dentelle avec des couleurs violacées, bleues. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on travaille dans des poches ostréophiles, enfin des sacs. Autrefois, on travaillait au sol. Quand les huîtres poussaient, on aurait dit un champ de fleurs, avec des reflets violets, bleus, rouges. C'était splendide. Alors là, dans des sacs, elles sont toujours sur le sable quand même? Non, elles sont sur des supports. Mais dans les sacs, elles poussent aussi. Et donc moi, des fois, quand je suis à la surface de la table, c'est que je regarde une poche qui est en pouce et j'observe chaque huître une par une pour voir le niveau d'évolution de l'ensemble. Mais tu le vois,
en regardant l'ensemble et puis en regardant comment ça évolue dans l'ensemble. Mais sauf que tu vas rester, le mec qui va te regarder en haut, il va croire que tu as une apparition. Ouais, il dit l'autre il est fêlé, ça fait demi-heure qu'il est penché sur son bordel, il n'a pas bougé. Ouais, c'est peut-être qu'il est fainéant. Mais j'ai des copains qui m'ont dit mais t'as eu un malaise tout à l'heure? Non, je suis pas du tout, je regardais mes huîtres. Et pour revenir sur le bassin, justement, les petits mouchoirs, là, considérablement popularisés, est-ce que tu trouves pas qu'il y a trop de monde maintenant en été? Quand j'avais 14 ans, j'avais ma première mobilette. Je partais jusqu'au Canon pour doubler les voitures en mobilette dans les bouchons. Donc c'était déjà comme ça. Donc il y a 50 ans, il n'y a qu'une route. Il y a toujours eu des bouchons le dimanche soir. L'immobilier, moi j'ai un repère très précis. J'ai un copain qui a acheté une maison en 90, 250 000 euros. Un autre qui a vendu la maison d'à côté, 3 millions d'euros en 2010. Les petits mouchoirs, c'est sorti en 2010. Donc l'évolution de l'immobilier, ça a été des années 90 à 2010, et ça continue à évoluer. Mais la grosse explosion, ça a été avant les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs, en fait, ont profité peut-être aussi. Non, mais les petits mouchoirs, ça... De toute manière, sur le bassin, il y a les gens extrêmement généreux et accueillants. Il y a des mecs indifférents qui ne voient pas. Et puis il y a des gens qui sont arrivés, ou des gens qui sont arrivés il y a longtemps, ou des gens qui sont arrivés il y a peu de temps, qui veulent s'approprier l'histoire et le bassin. Et qui... le monde, ça fait chier. Non, le monde, ça fait pas chier. Parce que sur le bassin, justement, le monde qui vient permet à certains de découvrir cet endroit. Certains qui le découvrent tombent amoureux. Puis de le faire vivre aussi. Tomber amoureux, ils investissent dedans. Et les meilleurs protecteurs du bassin, ça sera eux. Moi, j'ai des copains qui sont nés sur le bassin. Ils ne perçoivent pas la beauté du bassin. Et la richesse. Parce que c'est normal, c'était tous les jours. C'était tous les jours. Oui, c'est leur cadre normal. C'est leur cadre normal. Et j'adore la chanson Les plages de Jean-Louis Aubert, hein, sur toutes les plages du monde. Il y a des gamins qui regardent la mer et qui pensent que le paradis, c'est là-bas. Et c'est vrai que le paradis, c'est toujours ailleurs. Mais j'adore la fin de la chanson où il dit, quand les vieux reviennent, ils s'assoient auprès des barques et ils savent que le paradis, c'est ici. Et bien, je pense que tous les gens devraient partir du bassin, aller faire le tour du monde, aller se balader, et puis revenir. Et là, ils comprendraient qu'ils ont le plus bel endroit du monde. Mais tu sais, si tu bouffes du caviar tous les jours, au bout d'un moment, tu vas en avoir plein de cul. Le caviar a plus un goût... Mais il va avoir un goût d'habitude et que moi, tous les nouveaux arrivants sur le bassin, qu'ils soient du bassin ou d'ailleurs, il n'y a pas, comment dire, le fait d'être ostréiculteur, la signature administrative ou la signature d'état civil n'est ni un gage d'intelligence, ni un gage d'attachement à cet endroit. Et moi, je préfère un mec qui est là depuis 5 ans, qui est fou amoureux du site, qu'un mec qui est là depuis 50 ans et qui ne sait même pas. Et puis qui est prêt à tout vendre si on lui fait un bon prix, hein, parce que c'est un autre souci. Parce que là, les prix, c'est encore autre chose. Mais oui, mais alors là, on en revient sur le... Un jour, j'ai une nana qui me dit... je tirais les noms, mais elle me dit... ouais, ce salaud... Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Ben, il me dit, il a acheté la maison de ma mère. Ben, je lui ai engueulez-vous avec votre mère, mais le mec... Ah ouais, puis elle va en profiter. Mais non, mais sans déconner, le mec, il y est pour rien. Et tu vois, il y a cette espèce de truc de dire, ah ouais, mais le mec, il a acheté. Mais s'il y a un mec qui achète, c'est qu'il y a un mec qui vend. Bien sûr. Donc à un moment, il faut... Et peut-être que la fille va en profiter aussi. Non, mais à un moment, il faut être cohérent. Moi, tous ces mecs qui achètent, on en veut aux mecs qui achètent, mais si y a des mecs qui achètent, c'est qu'il y a des mecs qui vendent. Et donc les mecs qui vendent et qui gueulent après, moi je pense qu'ils devraient fermer leur gueule, surtout. Voilà. Ça, ce serait la plus belle qualité. Surtout, toi, tu as beaucoup voyagé quand même, avec tout ce que tu as fait pas mal d'émissions de télé aussi. Ouais, j'ai toujours voyagé. Enfin, j'ai voyagé depuis que j'ai 30 ans, j'ai beaucoup voyagé. C'est quoi tes plus beaux voyages? Mais un des plus beaux voyages que j'ai fait. Un autre paradis, par exemple. Un autre paradis, mais j'étais à Hurghada à l'époque en mer Rouge, ça doit être en 1994 ou 15. Vraiment, c'était un bled. C'était un tout petit endroit de plongée. Et là, on avait fait une ouverture de base avec un copain de la SOS Médecins. Une base de plongée? De plongée. Et on avait loué un bateau de 15 mètres. Avec un marin, un pêcheur égyptien qui vivait à bord dans la cabine d'équipage et qui nous a amenés sur des spots.
Et on est parti d'Hurghada et on a longé le désert, toute la côte, où on a vu personne. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on n'a pas croisé un bateau, on n'a pas croisé âme qui vive. On était au bord du désert, quoi, comme Henri de Montfred. Et ça, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Les couchers, mais oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les endroits au bord des côtes, il y en a de moins en moins. Et tout le monde veut y aller. Et moi, un de mes trucs sur le bassin, c'est que je pense que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Il y a un moment, ils cassent. Et que le bassin, il y a un moment où tout le monde ne viendra pas y habiter, quoi. Donc il faudra dire... De toute façon, c'est impossible. C'est fini. Non, mais c'est fini. Non, mais aujourd'hui, on a des développements... Moi, ce qui me fait peur, c'est que le bassin soit rattaché à la Cube à Bordeaux dans peu de temps, quoi. La ville se rapproche. Toutes ces zones. Et moi, j'ai peur pour le site. Alors là, pour le coup, écologiquement, ça me fait peur. J'ai vu dernièrement là, le débat, c'est-à-dire la pointe qui allait se casser la figure. C'est pas tout de suite non plus, quand même. Non, c'est aussi un truc qui fait peur. J'ai vu la une de Sud-Ouest, je me dis oulala. Bon, je ne connais pas j'ai pas lu le détail du rapport qui est arrivé à ses conclusions et qui a jeté autant d'émoi, mais je crois qu'il fait 6 pages ou 12 pages. Et je pense qu'il doit y avoir au moins 8 pages d'attendu. Ouais. Donc avec une conclusion qui fait « il se peut que ». Et on ne sait pas quand. J'aimais beaucoup Coluche, moi, qui avait la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. Tu vois, pour supprimer le risque. T'es un fan de Coluche, hein, Ah oui, vraiment. Ouais. Ça manque des gens comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a des humoristes. Je pense qu'ils seront en prison. Ils seront en prison? Oui, ils seront en prison. Ils seront en prison, ils balançaient sur tout. Aujourd'hui, on a une censure morale, orale. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas exprimer de la mauvaise humeur, on ne peut pas... Pourquoi? Parce qu'on est plus dans la communication. Mais parce qu'on est dans la communication, on est dans les interdits, on est dans l'idéologie. Et je trouve que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on légifère pour faire des systèmes de portée générale en déresponsabilisant les gens. C'est-à-dire la conscience individuelle est suppléée par la réglementation. Sauf que ça, c'est du bidon. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il vaut mieux mettre les gens face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que vous faites un choix et vous assumez ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous dites. Que de dire, ah ben non, il ne faut pas le dire. Parce que de ne pas le dire, de ne pas l'exprimer ou de ne pas le montrer, c'est foutre un couvercle en fonte sur une cocotte et laisser le feu dessous. Parce que le feu, de toute manière, il existe. L'eau, elle est toujours dans la cocotte, qu'elle soit fermée ou ouverte, ça boue et ça va exploser. Et donc, je pense... Et la plus belle, enfin, moi j'ai quelques passions coupables, j'adore la corrida, alors je dis passion coupable entre guillemets, parce que je me sens pas du tout coupable de ça, mais la corrida, le rugby, j'adore la boxe. Pour moi, c'est presque un exutoire de part maudite, c'est-à-dire que toute la violence et toute la cruauté, parce qu'un combat de boxe c'est très cruel, de voir un mec se prendre des plombs dans la gueule, ça n'a rien de gai. En match de rugby, quand on voit les caramels qui se mettent, ça n'a rien de gai. Le corrida, quand on voit les combats du taureau, ça n'a rien de gai. Mais c'est la réalité de la vie. Il y a un côté païen aussi. Mais c'est la réalité de la vie. C'est une manière de la vie. Et ce côté exutoire, ou moi, cette violence, je sais qu'elle existe. Je ne la renie pas. Parce qu'on a tous dans nous. Là, je suis en train de lire Hannah Arendt, là, tu vois, mais non, mais c'est passionnant, de lire ce qu'elle dit, mais il faut pas. Alors, il faut du temps, parce que chaque phrase t'amène à la réflexion, mais, si tu veux, la banalisation de la violence, ça existe. Et ça existera toujours, parce que l'être humain, il est violent. Oui, puis la banalisation de la violence, elle n'est pas forcément où on en croit. Exactement. Et le fait de dire à un moment, ça n'existe pas, le fait de dire ça n'existe pas, ça t'empêche de gérer. Le fait de dire ça existe, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Ça n'existe pas, il n'y a pas besoin de solution. Pour interdire soi-disant la violence, il y a aussi une certaine violence qui s'installe. Elle est bien pensante, l'arrivée, c'est pas exactement ça. Et donc... Qu'on n'en sort jamais, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, et moi je pense que la conscience individuelle, voilà, ta propre conscience, c'est-à-dire toi, par rapport à tes actes, à tes faits, de te dire... Voilà, j'assume. J'assume, je pense, là aujourd'hui, c'est... Ah non, mais c'est bon, c'est réfléchi pour moi. J'ai le droit, le truc, j'ai le droit,
C'est la chose qui me fait le plus chier au monde. C'est chez les enfants, maintenant, j'ai le droit. Mais non, mais j'ai le droit. Aussi, mais non, mais j'ai le droit. J'ai un mec, il balançait des saloperies sur la page. Je lui dis, faites pas ça, c'est pas bien. Mais je lui dis gentiment. Le mec me dit, faites pas chier, j'ai le droit. Il a bien été reçu, je suppose. Eh bien, je lui ai dit, puisqu'on parle juridique, une tarte dans la gueule en correctionnel, ça coûte 300 €. Donc pour 300 €, j'ai le droit de vous mettre une tarte dans la gueule. À la louche. 300 €, finalement, c'est pas tant que ça. Et j'ai dit, vraiment, pour taper dans la gueule d'un con comme vous, c'est pas très cher. Tu l'as pas Sa fait femme, non, parce que sa femme l'a dit, mais laisse-le, c'est un barjot, ramasse ces trucs, on s'en va. Mais j'ai le droit. C'est-à-dire que comme il n'est pas interdit de faire une saloperie, j'ai le droit de la faire. Il y a quelques années, quand il y a eu les lois de bioéthique en 1988, il y avait un prof de droit que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Delmas Saint-Hilaire, qui était un spécialiste du droit pénal. Et quand les lois de bioéthique sont sorties, c'est quand même bien ces lois de bioéthique qui sortent. Il me dit, moi, je préfère les principes que les textes. Parce que les principes, on est toujours face à sa responsabilité. Dans les textes, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bien sûr. Et que plus on légifère, plus on en rajoute, plus on en oublie, et plus on est obligé d'en rajouter. Et que le principe, il est posé. Et si vous transgressez, ou si vous faites prendre des risques aux autres, c'est de votre responsabilité. Le principe, c'est de ne pas faire prendre de En parlant de principe, il y a un truc aussi qui doit être emmerdant pour toi, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est la négation de l'individu. Parce que quand je dis principe de précaution, c'est-à-dire que les huîtres sont régulièrement interdites parce qu'il y a eu un prélèvement. Capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. Un jour, il y a un politique qui est arrivé dans une réunion, qui nous a dit, messieurs, si on m'a dit qu'il n'y a pas de danger mais qu'il y a un risque, je ne prends pas le risque. Je m'occupais de cette réunion, j'ai dit la réunion est terminée, on peut rentrer dans nos bureaux. Mais il dit, mais pourquoi? Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'écouter, d'arbitrer, de décider et d'assumer. Là, qui va te dire demain, dans toute action que tu fais, il n'y a pas un risque. Là, tu sors dans la rue, il y a un risque. Bien sûr, tu ne traverses pas dans les coups, même Voilà. si tu traverses dans les coups. Mais si je te dis, si tu sors dans la rue, il y a un risque, tu ne vas pas sortir. Il faut bien que tu rentres chez toi. Et la vie, elle est comme ça. Donc on a inscrit le principe de précaution dans notre Constitution. Mais c'est débile. C'est débile. Parce que qui va te dire, quelle est la chose que l'on crée qui n'a pas de risque? En même temps, tu es obligé de le suivre. Comme on dit, Non, mais tu es obligé de le subir. Ouais, de subir. Pas de le vivre. Tu es obligé de le subir. Moi, j'ai jamais arrêté de bouffer des huîtres, quelles que soient les interdictions. Et on en revient au système de peur, tout à l'heure. J'étais à Paris quand il y a eu les attentats du Bataclan, qui était un truc affreux et démentiel. À 23h, il fallait que je me tire parce que il fallait que je rentre, j'avais un train tôt le matin. Et je dis au mec, je sors. Et j'étais à Paris, pas très loin. Les mecs me disent, mais tu vas pas sortir. Mais je dis, c'est fini les attentats là, ça a eu lieu. Je lui dis. T'as bien vu qu'après il y avait un principe de résistance, c'était justement d'aller boire un coup, etc. Mais non, mais ça a été. Mais moi immédiatement, j'ai dit, je sors. Les mecs ils m'ont dit, mais t'es barjot. Mais j'ai dit, ça va, on n'est pas en guerre. J'ai dit, il y a des milliers de météorites qui tombent tous les jours du ciel. Vous en avez pris sur la gueule, vous, déjà? Moi, jamais. Donc, je vois pas pourquoi ce soir. Alors, si j'ai failli avoir un accident, parce qu'en rentrant dans le taxi boulevard Raspail, il y a une ambulance qui partait, je sais pas quoi, qui a cramé un feu. Et là, pour le coup, j'ai failli faire partie des dégâts collatéraux. Tu vois. Mais là, c'est purement le hasard. Non, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est que la peur. On en revient à la discussion de tout à l'heure. La peur, c'est inhibant. Voilà. Qui peut te dire que quand tu sors, il n'y a pas de risque? Bien sûr, là il y a du vent, il y a un peu de fleurs qui peut tomber. Voilà. Mais si tu te mets à penser comme ça, tu fais plus rien. Mais tu sors pas de chez toi. Tu n'oses rien, tu ne tentes rien. Donc on va rester dans une orthodoxie sclérosée en disant, ah non mais on pourrait faire ça, mais non il y a un risque, non on le fait pas. Ça entraîne un repli aussi, tu vois là on fume un cigare, on a quasiment l'impression d'être des résistants, ce qui est complètement débile. Et après on se crée des combats. Ouais, on se crée des combats. Des combats à la con qui ont ni queue ni tête. J'ai un copain l'autre jour qui me parle d'une stratégie aujourd'hui, je ne me rappelle pas le nom, mais ça consiste à ne pas manger de viande. Et il me dit, mais le truc est intéressant. Je dis sûrement. Et puis si tu en fais un combat, c'est que tu n'as vraiment aucun autre problème à régler. Rien d'autre à foutre. C'est que tu es un mec heureux. Voilà. Et il me dit, remarque, tu n'as pas tort. Parce qu'après, on devient militant de cause. Et quand on devient militant, moi j'ai des copains, des copines qui ont perdu leur humour et leur recul sur des sujets.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tellement militants dans le sujet que tu n'as même plus le droit de plaisanter dessus. Mais pour moi, ça frôle le fascisme intellectuellement. Hein. Pourtant, toi, tu fréquentes que des gens justement heureux de vivre et qui aiment les bonnes choses. Ça gagne aussi. C'est pour ça que par moment, quand il y en a qui basculent dans des systèmes comme ça, tu te dis putain, mais c'est dramatique, quoi, parce qu'à un moment, quand ça commence à tuer l'humour. Les gars, tout va bien ? Parfait. Quand ça commence à tuer l'humour. Donc l'humour primordial chez toi toujours. C'est la base. Tu vas le garder. Il faut rire de tout. Pas avec tout le monde et pas à n'importe quel moment, mais il faut rire de tout. Et t'es toujours pour il est interdit d'interdire aussi Non, parce que moi je ne suis pas pour il est interdit d'interdire. Moi j'étais victime de ça, c'était l'après mai 68. Moi j'étais dans des études où il n'y avait pas de pion. Je peux te dire que c'était un sacré bordel. Donc il faut toujours des limites. Il y a un moment, il faut passer faut donner justement aux gens qu'ils apprennent à percevoir l'exigence d'une conscience individuelle. Et t'arrives aussi au libre arbitre. Non, mais ce libre arbitre, sauf que je bouffais avec un copain un jour, il m'a dit moi je suis anarchiste. J'étais anarchiste parce que tu vis dans une société hyper protégée. Mais non, il me dit je suis anard. Non, j'étais pas anard. Parce que si tu étais anard, là, tu vois, on bouffe une côte de bœuf à 2, comme tu fais 60 kilos de moins que moi, si on était en anarchie totale, la viande, tu la regardes, c'est moi qui la bouffe. Ouais, t'es plus fort. Parce qu'en termes d'anarchie, d'absence totale de règles et de trucs, puisqu'on est dans l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai envie de bouffer ta viande, je vais la bouffer, et tu pourras juste fermer ta gueule. Et je lui dis, tu peux être anarchiste parce que tu es dans une société qui a des règles, qui a des codes et qu'il faut respecter. Enfin, c'est ce que j'appelle la démocratie avec un D majuscule. C'est-à-dire le respect des autres, une organisation qui permette aux gens de vivre ensemble. Justement, si la violence existe, eh bien, apprendre aux gens à la maîtriser et à ne pas forcément l'utiliser. Mais après, il y a des moments où on n'a pas le choix. Enfin, si un mec menace ma fille demain... Je vais pas lui raconter Ronsard, hein. Je lui file un pain, voilà, très violemment en plus, très violemment parce que ça sera épidermique, mais ça peut exister. C'est pas une. Jamais gommer de toute façon. On peut le gommer, enfin on peut le cacher, mais c'est pas parce qu'on le cache et quand on cache, de toute manière, à un moment ça voilà. La nature humaine est comme la nature, elle prend toujours le dessus à un moment donné. Exactement, c'est fonction des circonstances. Donc il vaut mieux préparer les gens à des circonstances extrêmes en leur disant ce qui peut arriver et en les mettant en condition, ce que font les militaires quand ils entendent leur mec. Bon, parfait, Joël. Un mot pour terminer. Est-ce que tu resteras, malgré tout ça, tu restes profondément optimiste ? À moi ? Malgré le monde qui nous entoure. Ah non, mais moi je suis hyper optimiste. Et j'espère que tout le monde l'est. Parce que ce qui fait un monde de bon, c'est les mondes où on se marre et où on est heureux. Pas les mondes où on se morfond et où on s'inquiète. Bon, il faudrait plus de gens comme toi. Non, mais il y en a plein, mais il faut que... Ouais, mais on les entend peut-être pas assez souvent. Non, parce qu'il y a des fonds de commerce qui ont plus d'intérêt à vendre de la peur qu'à vendre de l'optimisme. C'est l'histoire des trains qui partent à l'heure et de ceux qui arrivent en retard. Exactement. C'est la même, voilà. C'est plus intéressant le train qui est en retard que le train qui part à l'heure. On en parle davantage. Voilà, mais moi je prends le train toutes les semaines et j'ai eu 4 merdes en 3 ans. Mais par rapport au nombre de fois que je l'ai pris, c'est rien. C'est que dalle. Ça s'appelle un aléa, il y en a. On ne fait pas que des coups gagnants. Ouais, des aléas de la vie, oui, c'est ce qui fait le sel de la vie aussi. Mais c'est ce qui fait, sinon, je fais chier. C'est bien d'avoir vraiment des coups de grisou comme ça. Bon, parfait, Joël, merci beaucoup. Et welcome, et puis, écoute, bonne fin de journée, je pense que tu vas traîner un petit peu. Moi, je vais aller faire un petit tour, voir au hasard des rencontres. Tiens, ouais, ça, on fait un chin. Voilà, chin avec un café, c'est pas l'heure d'apéro, mais ce sera bientôt. C'est l'Armagnac qu'on aurait bafouillé, autrement. Enfin, moi, pas toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ça reste entre nous, le podcast de la libre parole. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous dire qui vous aimeriez entendre autour d'un café, d'une bière, voire plus si affinité. Bien sûr, ça reste entre nous.
ACAST recommends more podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend. Hey friends, it's me, Sharon McMahon, longtime government and law teacher and host of the Sharon Says So podcast. Each week on Sharon Says So, I do a deep dive into fascinating historical stories, state by state, to share the history of America that you probably haven't heard. I bring you stories of espionage, sled dog heroes, presidential scandals, changemakers, law defiers, and more. And weekly, I have some of the nation's most prolific thought leaders and creators. We talk about a huge variety of fascinating topics. New episodes of the Sharon Says So podcast are released every Monday, Wednesday, and Friday, and are available on the ACAST app or wherever you like to listen. Tune in and subscribe today for your fill of brain-tingling moments. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.